Dès le départ, sur une telle question, il ressort très bien l'état actuel de la situation où environ 20% des humains contrôlent, gèrent et consomment 80% des ressources de la planète. Et c'est une bonne introduction pour dire que ça, c'est pas soutenable. Et donc, il faut qu'on change nos systèmes d'économie. Aujourd'hui, en fait, le système, il est basé sur la capacité de gagner beaucoup d'argent, de faire du profit, souvent d'ailleurs en travaillant pas trop, en détruisant la nature ou en la surexploitant. Ce système-là, il est complètement terminé. Où qu'on aille dans le monde aujourd'hui, à qui on peut s'adresser d'un pêcheur ou d'un agriculteur à un ministre ou à un chef d'État, tous vous disent « we have to change ». Mais comment est-ce qu'on change? Donc cette économie-là, elle a vécu. C'est pas la fin du monde, mais c'est la fin d'un monde économique tel qu'on l'a conçu jusque-là. On ne peut plus continuer comme ça aujourd'hui, dans ce monde fini, avec ses ressources limitées. Je dis souvent qu'il y avait des humains sans agriculture. Ici, au Musée de l'Homme, on a des restes de population qui ne cultivaient pas. Mais ils étaient 20 à chaque fois, au maximum, par endroit. Aujourd'hui, nous sommes 7,2 milliards. Donc, c'est l'agriculture. Il n'y a pas d'humanité actuelle sans agriculture. Donc, comment nourrir 9 milliards d'humains demain? Techniquement, on sait faire ça, on peut faire ça. Mais dans quel mode de répartition? Avec quel type de produit? Le défi est gigantesque pour un agronome aujourd'hui. C'est alimenter cette population sans empoisonner les gens, sans détruire la biodiversité, sans gaspiller l'eau, en fournissant des produits qui soient accessibles à tout le monde, sans augmenter indéfiniment les surfaces agricoles. C'est super intéressant en question de recherche pour un agronome. Donc c'est ça l'enjeu aujourd'hui, c'est changer nos types de développement agricole en tirant parti de la biodiversité. J'ai un exemple à vous raconter. En 2007, en Inde, une très grave épidémie virale, un virus attaque au riz et le rend tout petit. Des centaines de milliers de personnes touchées. On trouvera dans une vallée perdue de l'Himalaya une variété de riz qui résiste au virus. Et cette variété-là, aujourd'hui, elle fait 100 millions de kilomètres carrés de riz en Asie. Voilà, c'est à ça que sert la biodiversité. Garder les poules génétiques de ces espèces d'intérêt agronomique partout. Et surtout pas arriver à un système où tous on mangerait exactement la même variété dans les mêmes conditions. Parce que le jour où quelque chose va démarrer dessus, on ne saura pas réagir. Voilà pourquoi l'agriculture a viscéralement besoin de la biodiversité. Quelles sont les causes de la perte de la biodiversité? Elles sont quatre. Alors, la première, qui est l'ensemble, en fait, destruction. Ici, on a une pièce avec des belles caméras, il y avait une nature sauvage, il y avait des loups, hein, mais ils sont partis. Donc, on a mis d'autres écosystèmes, on détruit. Et on pollue, c'est clair. Et l'humain pollue des zones où il n'y a pas d'humain. On retrouve des produits extrêmement toxiques dans du lait d'ours polaire, par exemple. Hein. Pollution-destruction, c'est la 2/3 de la disparition de la biodiversité. Le reste, c'est la surexploitation qu'on a évoquée tout à l'heure, cette économie stupide. Le vivant est fabuleux. Il offre à l'humain la plus belle chose à laquelle on puisse rêver, la renouvelabilité. Elle se reproduit, cette nature. Mais quand on dépasse les seuils de capacité à se reproduire, on tue le système, on tue la poule aux œufs d'or en permanence, en fait. Ça, c'est très important à prendre en compte. Exploiter, oui, dans un système globalement en harmonie avec le vivant. On montre que les surpêches d'anchois au Pérou ou bien au Benguela en Namibie entraînent un très grave désordre dans les écosystèmes. Il faut laisser 30% du stock pour ce qui n'est pas humain. Ben laissons-les. Ils continueront à nous produire indéfiniment en fait ces ressources. Donc perte de biodiversité. La troisième raison, c'est la dissémination d'espèces partout, d'espèces invasives, qui posent des gros problèmes aujourd'hui. Le frelon asiatique, on en parle beaucoup. Le lapin, hein, qui au départ était uniquement français et espagnol, il est dans le monde entier aujourd'hui. Hein. Et puis enfin, le climat qui change. Donc tout ça explique pourquoi cette biodiversité est agressée aujourd'hui et pourquoi, oui, elle va continuer à disparaître, sauf si on prend les bonnes mesures. À part le climat. Le climat, c'est trop tard. Hein. Il est parti. Ce qu'on va faire, c'est atténuer le changement et s'adapter au changement. Mais tous les autres, surpêcher, détruire la forêt tropicale, déforester, tuer la biodiversité, gaspiller l'eau, mettre des polluants partout, on peut très bien faire quelque chose. C'est là qu'est mon espoir, en fait. Mais nous devons changer. Un bébé humain à la naissance, c'est 3/4 d'eau. Notre cerveau communique comme ça, avec aussi nos auditeurs, c'est 80% d'eau. Donc l'eau, c'est la vie.
Aujourd'hui, on voit la désertification qui augmente partout sur la planète. J'étais en Afrique il y a quelques jours. On voit ces grands déserts qui augmentent. Il n'y a plus rien, il n'y a plus de vie. Eau égale vie parce que nous sommes faits d'eau. Et cette eau, elle est absolument fondamentale. L'agriculture est le plus gros consommateur d'eau. On estime qu'elle utilise plus de 80% de l'eau aujourd'hui disponible. N'oublions pas que sur la Terre, l'eau est ultra abondante. C'est l'océan. L'océan, c'est 97% de l'eau. Mais elle n'est pas utilisable, cette eau, directement parce qu'elle est salée. Les eaux utilisables, les eaux douces de surface ou de fond, c'est 3%. Et là-dedans, vous avez tout qui n'est pas accessible. Donc les relations eau, vie, biodiversité, bien-être de l'humain sont fondamentales. On avait récemment à l'UNESCO un débat sur comment la diversité qui s'en va peut déclencher des conflits armés. Comment le climat qui change peut déclencher des conflits armés. Et à l'inverse, comment des conflits armés changent le climat. Et l'eau va être un facteur extrêmement important. On risque d'avoir à se battre pour de l'eau. En Afrique, il y a quelques jours, j'ai vu des systèmes où les seuls moyens de garder les populations animales sauvages, au Botswana, en Namibie, en Zambie, c'est de faire des forages alimentés par des panneaux solaires pour faire des mares d'eau sur lesquelles viennent s'alimenter, viennent boire la faune sauvage. Sinon, ils vont partir. Or, c'est la richesse économique du pays, puisqu'ils vivent justement de ce tourisme de luxe. Donc cette eau, elle est partout. Au niveau agricole, on enlève les forêts, il n'y a plus d'eau. Il n'y a plus d'eau, on ne cultive plus. Et les populations humaines s'en vont. Depuis 1940, on a environ 300 maladies nouvelles chez l'humain. Une partie sont liées à l'âge. On vit beaucoup plus vieux qu'auparavant. Mais ceci mis à part, on voit des émergences de maladies infectieuses. On voit des problèmes d'allergie comme jamais. Jamais on a vu ça. Et des maladies auto-immunes. Et ça, c'est une bombe à retardement, ces maladies auto-immunes. Très souvent liées à des pertes de la diversité biologique. On montre que lorsque la diversité s'effondre, les porteurs de ces parasites ou de ces pathogènes sont bien sûr beaucoup moins nombreux, les espèces, et souvent des espèces qui avaient le parasite ou le pathogène disparaissent, mais elles ne le relarguaient pas. Donc ce n'était pas un problème pour l'humain. Restent ceux qui le récupèrent et le redistribuent. On a des beaux cas avec le paludisme en Guyane en ce moment, par exemple, où en enlevant les arbres de la forêt tropicale, les moustiques porteurs du plasmodium sont maintenant à 2 mètres du sol, alors qu'auparavant ils vivaient à 60 mètres. Donc on grimpe rarement dans les arbres de la forêt tropicale. Donc il y a beaucoup de relations entre ces pertes de diversité et les pathologies. Ce qu'on voit très bien en ce moment, c'est la remontée vers le nord, dans l'hémisphère nord, des espèces vecteurs de graves pathologies. L'Aedes albopictus, le moustique tigre, qui transporte la dengue, et puis aussi le chikungunya. Ils sont en Camargue, ils sont en Corse, ils sont à Paris. Les premiers moustiques tigres ont été vus à Paris. On a depuis longtemps aussi, avec le transport aérien, on a vu des moustiques qui arrivaient, quelques-uns, qui quittaient un avion qui avait fait l'Inde, Paris, ou bien le Botswana, Paris, et qui ramenaient des moustiques vivants et qui pouvaient très bien injecter le palu à des gens autour de l'aéroport. Là, ça va être beaucoup plus important en ce moment. Et comme le climat se réchauffe, souvent des hivers qui étaient très froids permettaient d'éradiquer tous ces êtres vivants-là. Ça ne se produit plus aujourd'hui. C'est le cas, par exemple, des gens qui pêchent des piranhas dans la Garonne. Il y en a toujours eu parce que les gens en relarguaient, mais ils ne passaient pas l'hiver. Maintenant, comment ça se pose des questions? Et les remontées vers le nord de parasites et de pathogènes est très importante. Mais en dehors de ça, il y a aussi des aspects qui sont vraiment liés à l'association pollution de l'air, de l'eau, ces nouvelles pathologies, et puis les questions aussi sur le climat qui change. Donc la diversité est très très liée, bien sûr, à ces questions de pathologie. Alors, sur cette planète qui est de ressources limitées, on le sait maintenant, on n'est pas prêt de la quitter. Il faut quand même qu'on le dise aux gens, on n'est pas prêt de la quitter. Donc, respectons-la. On me dit souvent, vous voulez sauver la planète. On s'en fout, la planète. Elle vit très bien sans nous. Ce qu'il faut qu'on sauve collectivement ici, et c'est aussi le but de ce musée, c'est d'expliquer aux gens qu'il faut qu'on sauve le bien-être de l'humain sur la planète. Alors, les souhaits, ils seraient d'abord beaucoup plus d'humilité. Ça, c'est vraiment mon premier souhait. Beaucoup moins d'arrogance dans l'approche de toutes les questions qu'on a. Et c'est surtout masculin, l'arrogance. La deuxième, c'est la cupidité. Et là, c'est masculin et féminin, la cupidité. Ne surtout pas vouloir ces profits à court terme, ultra rapides. Vivre plus sobrement, ça c'est clair. Pas venir à de la décroissance ou à retourner à l'âge des cavernes, comme disent certains. C'est pas ça. De toute façon, on ne vit pas dans les cavernes. On le raconte bien dans ce musée. C'est beaucoup plus humilité, tuer la cupidité et trouver beaucoup plus d'harmonie. Il n'y a pas d'équilibre dans la nature. Ou alors il est tellement fugace qu'on ne le voit pas. Mais l'harmonie, c'est le fait que l'humain vivrait en relation harmonieuse avec les animaux domestiques, les animaux sauvages, enfin la faune et la flore sauvage,
et l'agriculture, hein, les plantes qui sont cultivées. C'est jouable, des gens savent faire. Allons voir les petits cultivateurs du volcan Merapi en Indonésie ou nos amis africains qui utilisent de l'herbe à éléphant pour piéger les parasites sans aucun insecticide. Ils ont des rendements aussi bons que les nôtres, sans gaspiller l'eau, sans pesticides, sans insecticides. Mais il ne faut pas notre arrogance que j'évoquais tout à l'heure. Ça veut dire que trouver des systèmes qui sont liés justement aux aspects locaux. Au niveau de l'énergie aussi d'ailleurs, ne pas imaginer seulement une seule énergie universelle, mais tirer parti de la région et des caractéristiques géographiques et de biodiversité locale pour produire ceci dans les meilleures conditions possibles. Demain, on ne chauffera pas forcément Grenoble comme on chauffera Brest ou Perpignan. Donc ce sont des choses qui sont à prendre en compte. Ça demande un sacré changement de mentalité. Hein. Dans toutes ces conditions-là, garder de l'espoir, mais il faut qu'on se retrousse les manches, qu'on bosse beaucoup plus dans ces conditions-là. Et puis, le challenge, il est sympa. Il faut que les scientifiques y participent et soient mieux écoutés par le monde politique.